J'ai étudié la philosophie comme tous les jeunes gens français en classe terminale. Et je dois dire que ça m'avait beaucoup plu de pratiquer l'analyse conceptuelle. Et donc j'ai décidé de faire une licence de philosophie. Et là, j'ai eu la chance de tomber dans un département où il y avait de bons philosophes. Et j'ai donc me suis acheminée vers un parcours d'historienne de la logique, parce que c'était l'un des points forts de mon directeur de thèse, Gilles Gaston Granger. Alors évidemment, quand on pense à la conception actuelle de la philosophie, c'est une conception qui a été en partie constituée par l'expérience qu'on a eue au départ, mais je ne peux que me féliciter d'avoir commencé par là, parce que ça m'a permis de découvrir déjà le travail de Gottlob Frege, le logicien, de comprendre ce que c'est que la structure conceptuelle de la pensée, et ça, c'est un enrichissement vraiment formidable. Mais ce qui est dans mon cas, assez bizarre, c'est qu'en même temps que je menais ces études de philosophie de la logique, j'avais un énorme intérêt pour la psychologie. Et j'ai suivi les cours à ce moment-là de Gérard Noiset, qui était l'un des premiers à introduire la notion de traitement de l'information en psychologie. Et ça a été pour moi une expérience vraiment passionnante et décisive pour tout le reste de ma vie philosophique. Et donc aujourd'hui, je peux considérer qu'en effet, travailler sur la métacognition, c'est une sorte de synthèse entre l'approche des logiciens et l'approche des psychologues. Alors, c'est quand même une conjonction d'événements. Euh, la philosophie de la logique, donc ça a été circonstanciel dans la mesure où j'étais dans un département dans lequel la personnalité éminente, Gilles Gaston Granger, était désireux de me voir travailler sur ce sujet. C'était une époque où on ne choisissait pas son sujet de thèse, on vous l'imposait. Et il m'avait donné comme sujet, y a-t-il des jugements analytiques? Et il assortissait cette question de l'exigence d'appliquer ma réponse à trois domaines, dont la logique, la psychologie et une autre science dont j'ai oublié ce que c'était. Enfin, parce que en fait, j'ai pas pu. C'était une thèse d'État, hein, donc c'était une thèse qu'on fait sur de nombreuses années. Mais malgré le fait que j'ai passé 12 ans de ce travail, je n'ai pas dépassé la première partie, à savoir qu'est-ce qu'une proposition analytique. Parce que pour faire ça, j'ai lu beaucoup de textes, dont certains étaient d'ailleurs pas traduits, en particulier non seulement des textes de Frege, mais aussi de Hume, de Kant, de Bolzano et de Carnap. Donc déjà, j'avais un corpus immense, et donc souvent que je lisais dans la langue. C'était vraiment passionnant, mais très très difficile et vraiment. Bon, je suis très heureuse d'avoir réussi à trouver un fil conducteur parce qu'il y en avait un, mais je ne vais pas vous le décrire maintenant. Et je pense que j'ai apporté quelque chose parce que ce livre qui en est sorti, il a eu un prix. C'était le prix Opos, un prix d'une association de philosophie des sciences nord-américaine. Ils ont trouvé que c'était le meilleur livre de l'année, j'en étais extrêmement fière évidemment. Alors, mais ça c'était donc, ce prix il est venu 13 ou 14 ans après le début du travail. Donc inutile de vous dire que ça a été un travail quand même très solitaire, très rat de bibliothèque, hein, où je me farcissais quand même les 4 volumes de la Wissenschaftslehre de Bolzano en allemand, gothique, écrit en gothique, plus ses textes mathématiques, etc. Donc il y avait énormément à lire et à faire. C'était passionnant mais austère. Hein. Et il s'est trouvé que pour d'autres raisons, j'ai dû partir aux États-Unis. Et je suis partie à l'université de Berkeley pour un séjour de recherche que j'imaginais durer seulement un an ou deux. Mais en réalité, je suis restée 7 ans aux États-Unis.
Et à l'occasion, surtout de mon séjour à Berkeley, mais ensuite j'ai découvert le champ des sciences cognitives. Parce qu'à l'époque, c'était le grand moment du démarrage des sciences cognitives avec l'argent de la Sloan Foundation qui organisait colloque sur colloque. Il y avait une activité intense liée aux sciences cognitives. Et donc là, je découvre avec bonheur que la vie philosophique existe en dehors de l'histoire de la logique et de l'histoire de la philosophie classique, parce qu'il faut bien dire qu'en France, c'était quand même essentiellement ça. Et donc là, je découvre de nouveaux sujets. Bon, il y avait eu un petit colloque auquel j'avais participé juste avant mon départ, où j'avais découvert le travail de McDowell, de Gareth Evans, et les personnes qui étaient là aussi. Et différents auteurs de ce très haut niveau, donc j'avais été époustouflée. Et à Berkeley, évidemment, il y avait John Searle chez qui j'étais, je veux dire, j'étais son assistante de recherche, et puis différentes autres personnes de ce calibre, donc c'était éblouissant, comme vous imaginez bien. Et donc je me suis dit à ce moment-là que lorsque ma thèse serait finie, j'en étais presque au bout, là, enfin il me manquait encore 2-3 ans, quoi. Je passerai à ce sujet des sciences, pas de la philosophie cognitive. Donc c'est comme ça que s'est fait le lien. Mais en fait, le lien est assez naturel quand on vient de la logique, parce que, surtout à ce moment-là, la philosophie de la cognition, c'était une philosophie très argumentée à partir du contenu propositionnel, à partir de la référence, etc. Donc des sujets qui sont très proches de ce que j'avais fait par ailleurs dans mon travail d'historienne. Oui, bien sûr. Je suis venue à la métacognition, peut-être qu'il faut le dire en introduction, à travers la philosophie de l'action. Ça, c'est important. Parce que il y avait un travail international très important sur la philosophie de l'action, donc en particulier la théorie de John Searle, qui était mon ex-mentor à Berkeley, avec qui je suis toujours restée en relation, et puis bon, d'autres très bons auteurs, et en particulier aussi des psychologues et des neuroscientistes de l'action avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, en particulier Marc Jeanneret à Lyon, avec qui nous avons fait des travaux expérimentaux très importants sur la perturbation de l'action dans la schizophrénie. Donc j'avais quand même un bagage sur l'action assez important, et grâce à ce bagage, j'ai pu voir la pertinence de la métacognition. Oui, alors en travaillant avec des primatologues, j'ai réalisé qu'en effet, les singes étaient capables de faire des tâches qui auparavant paraissaient requérir un accès conceptuel à ses propres contenus mentaux, et donc là, les singes rhésus n'ont pas besoin de théorie de l'esprit pour savoir qu'ils perçoivent bien ou prédire qu'ils vont bien se récupérer un souvenir de leur mémoire. Donc ces éléments-là, évidemment, suscitaient une réflexion philosophique plus approfondie. Il faut ça, enfin, à l'époque, dans les années 2000, quoi, 2005, 2008, 2006, il n'y avait rien en philosophie de la métacognition du tout. Il y avait un peu de psychologie, mais de façon très frappante, la psychologie expérimentale ne lisait pas la psychologie comparative, tandis que les comparatistes lisaient un peu la psychologie expérimentale. Et ensuite, il y a eu les neurosciences de la métacognition que personne d'autre n'a lu. Donc le philosophe, il est dans ce rôle particulier de dire aux uns et aux autres, vous savez, il y a des choses en neurosciences qui recoupent ce que vous dites exactement. Et en particulier, ce qui est plus intéressant, c'est que Asher Coriat avait déjà anticipé beaucoup des choses qui ont été découvertes ensuite au niveau neuronal. En disant par exemple que le nombre des représentations inconscientes qui étaient activées donnait lieu à un sentiment de savoir. Et ce n'étaient pas les représentations inconscientes sur le contenu, c'était des représentations inconscientes liées au véhicule même de la question. Donc ça, c'est quelque chose qui a été confirmé ensuite neuroscientifiquement. Donc ça, c'est aussi un des plaisirs de la philosophie, d'être celui qui fait la médiation, quoi. Donc j'ai tenté d'élaborer cette différence entre théorie, entre métacognition procédurale et métacognition conceptuelle.
Et je me suis évidemment servi de la théorisation de l'action que j'avais déjà élaborée dans mes relations avec Marc Jeanneraud, à savoir la théorie du contrôle adaptatif, c'est-à-dire le fait qu'on fait des modèles prédictifs de son action et qu'on vérifie la progression de son action par des cues anticipatrices qui permettent de calculer la divergence entre ce qu'on attend et ce qu'on observe. Donc en gros, c'est ça la métacognition. Je n'ai fait que utiliser systématiquement cet outil pour essayer de comprendre comment une métacognition procédurale est possible. Maintenant, je m'intéresse davantage, tout en maintenant mon intérêt en particulier dans le développement de l'enfant, je m'intéresse davantage à la métacognition conceptuelle, c'est-à-dire comment cette métacognition se développe-t-elle, quelles sont les sources de cette métacognition conceptuelle. Et là, je dois dire que là encore, j'ai tendance, peut-être par inclination philosophique, à introduire le concept de pratique comme étant crucial, y compris pour le conceptuel. Bien entendu, le conversationnel fait partie des pratiques, et la théorisation se fait principalement en vue de justifier ses propres choix, ses propres décisions épistémiques. Donc il y a un aspect évidemment très important dans l'épistémologie de la métacognition qui est tout à fait lié aux pratiques de justification qu'on a au jour le jour pour expliquer pourquoi on n'a pas bien vu ou pas bien fait quelque chose. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est beaucoup plus opérationnel que ne le laisse entendre le point de vue de l'épistémologue traditionnel, c'est-à-dire quelles sont les pratiques acceptées et en quoi ces pratiques acceptées distinguent-elles vraiment l'épistémique du social. C'est ça, à mon avis, l'un des aspects cruciaux, c'est qu'il y a de l'épistémique pure, à mon sens, puisqu'il y a de l'information qui ne porte exclusivement que sur l'acte mental qu'on est en train de faire. Il y a de l'épistémique pure, mais il y a aussi du social qui vient perturber le jugement épistémique, en particulier, par exemple, des règles d'équité démocratique lorsqu'il s'agit de juger en groupe de ce qui va exprimer la position, la décision épistémique du groupe. Donc ces questions-là me paraissent tout à fait passionnantes et méritées d'y passer encore un bon nombre d'années. Ok. Oui. On trouve toutes les situations possibles. J'ai un petit peu regardé dans d'autres pays comment ça se passe, parce que j'ai été invitée à participer à des commissions aussi, et puis parce que j'ai fait moi-même des projets interdisciplinaires dans différents pays. Et il y a un effet de discipline très important, c'est-à-dire que la philosophie est souvent perçue par les autres disciplines avec qui les philosophes collaborent comme une discipline mineure. Et donc, dans ce cas-là, il est souvent très difficile de faire valoir son avis. Et je crois que pour vraiment faire dominer un avis philosophique, il faut aussi faire valoir sa compétence dans un domaine scientifique. Donc, l'interdisciplinarité, c'est quand même la multicompétence aussi. On peut pas espérer faire de l'interdisciplinarité si on n'est pas soi-même formé de façon précise sur au moins une autre discipline qui sera la discipline cible de ces collaborations. Ça, c'est vraiment très évident. Mais sinon, il y a beaucoup de pièges de l'interdisciplinarité. Hein. Ça, c'est évident que c'est aussi un domaine dans lequel se réfugient les gens qui n'ont pas d'œuvre personnelle à faire valoir. Et donc, ils deviennent des spécialistes en quelque sorte de l'interdisciplinarité. Et je crois que ça, c'est très dangereux pour l'interdisciplinarité, parce que l'interdisciplinarité, c'est très exigeant en savoir, en temps, etc. Et c'est pas un endroit pour ceux qui ont raté leur carrière disciplinaire du tout. Donc je crois que là-dessus, il faut être très intransigeant sur la qualité des collaborations que l'on veut avoir si l'on veut espérer qu'il sorte quelque chose d'un projet interdisciplinaire. Mais ceci dit, les philosophes qui pratiquent la philosophie telle qu'on l'a pratiquée autrefois, de façon très exigeante et conceptuelle, moi je les respecte complètement et je comprends un peu leur méfiance quand ils ont affaire à un philosophe qui explore autre chose. Je crois il faut les comprendre.
c'est une histoire longue, hein, parce qu'évidemment j'ai eu l'occasion de dire un peu toutes sortes de choses là-dessus, sur ce sujet. Je dois dire que le plus pénible, ça a été évidemment quand j'étais jeune, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune forme d'inhibition de la part des hommes, en particulier des professeurs et des gens qui étaient les seniors quoi, du département et qui considéraient que c'était normal de commenter la tenue des jeunes femmes, leurs attitudes générales devant la vie. C'était extrêmement pénible. Extrêmement pénible. Et en même temps, on n'avait pas de recours du tout. C'était constant. C'était une attitude constante de machisme, de remarques déplacées, faites dans une ambiance générale grivoise et rieuse. Donc c'est très difficile de se rebeller lorsque tout est dit avec le sourire. Et en même temps, c'était constamment une source de gêne et de malaise. Ensuite, au cours de ma vie, évidemment, je suis devenue capable de me défendre de façon plus explicite. Mais de façon générale, j'ai rencontré quand même beaucoup d'animosité de la part en particulier des gens dans mon métier de chercheur qui étaient à peu près au même niveau que moi et qui trouvaient pour beaucoup, non je exagère, pour quelques-uns qui trouvaient vraiment injuste qu'une femme puisse être promue avant eux. Enfin, ça a été, c'est encore même pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, était une source comme ça de tension et de moments très déplaisants où l'impression est que le fait d'être une femme vous rend inapte à prétendre à exercer une influence intellectuelle quelconque. Et ça, vraiment, c'est pas encore terminé hein, dans ce pays, malheureusement. Oui, ben, je sais pas comment répondre à cette question parce que on a des signaux vraiment assez mélangés. D'un côté, il y a un effort de fait pour que les attitudes machistes disparaissent des relations interpersonnelles. Mais dans les faits, on voit que ça n'est pas fini. Nous avons fait un petit groupe de réflexion sur le sujet dans l'Institut, là, avec quelques collègues. Déjà, le groupe de réflexion ne comprenait que des femmes, sauf un étudiant mâle qui était avec nous et qui, je trouve, a sauvé l'honneur des hommes en venant. Mais c'était un tout petit comité, c'était sur la base du volontariat, on était quoi, 5 ou 6. Hein. Et ce que nous avons fait, c'est de faire passer un questionnaire auprès des étudiants du Cogmaster. Et là, nous avons constaté que les étudiantes étaient encore en but à des attitudes inappropriées de la part de leurs professeurs ou de la part des autres étudiants. Donc ça, je crois on est encore loin d'avoir le type d'attitude égalitaire qu'on pourrait souhaiter avoir. Je ne suis pas sûre que finalement ça ait beaucoup de sens d'opposer les deux communautés qui sont des communautés de pensée différentes, puisque nous partons d'une tradition différente. Enfin, la différence principale, c'est que la philosophie continentale française est restée très attachée à la phénoménologie heideggerienne et ses continuateurs, tandis que la philosophie analytique française s'est arrêtée aux travaux de Husserl et n'a plus adhéré à la suite du mouvement phénoménologique. Donc ce sont des débats de fond sur des méthodes de pensée, sur des corpus de textes, et on ne voit pas très bien ce que le fait d'être une femme ou un homme pourrait changer. Donc je pense que là, il n'y a pas véritablement de contraste entre les deux communautés.
pour autant que je connaisse l'autre communauté que je fréquente assez peu, à vrai dire. Oui, alors le fait d'ajouter femme me choque un peu parce que dans le fond, quand on est philosophe, justement, on n'a pas à faire la différence entre une pensée de femme et une pensée d'homme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pensée, c'est pas que le fait qu'elle vienne de telle ou telle personne ou de telle ou telle nationalité. Alors, ceci dit, pour vous répondre, je peux vous dire en tout cas qu'il y a deux femmes philosophes qui m'ont, que j'ai trouvé vraiment extraordinaires et marquantes. L'une, c'est Ruth Barken Marcus, qui est une grande logicienne, l'une de celles qui a été une pionnière en logique modale, et, et l'autre, c'est Ruth Millikan. Mais je vais dire un mot d'abord de Ruth Barken Marcus, parce que je l'ai rencontrée de façon tout à fait surprenante au colloque mondial qui avait lieu dans les années 80, je ne sais plus très bien où c'était, je crois que c'était à Montréal, mais je ne suis pas entièrement sûre, ça devait être Montréal. Et là, il y avait une séance de keynote, c'est-à-dire de présentation invitée, très impressionnante, réunie dans un panel. Donc parmi les membres de ce panel, il y avait des gens, que des hommes très importants du style Lord Strawson, Willard Quine, il y avait aussi Saul Kripke, il y avait ce philosophe norvégien Dagfinn Føllesdal. Donc c'était vraiment tous les grands spécialistes de la référence directe et de la logique modale. Alors ils font chacun leur exposé, et puis ensuite on donne la parole au public. Et là il y a une dame qui lève le doigt et qui commence à parler de façon très forte et très assurée, très sûre d'elle-même, en disant ben je vois que vous êtes tous là sur le podium et que vous étiez tous à mon séminaire à Oxford quand j'étais en thèse, où j'ai présenté tous les résultats qui ont permis ensuite d'être étudiés et de donner lieu à la théorie de la référence directe. Et je m'étonne que mon travail n'ait jamais été cité par aucun d'entre vous. Ça a été un moment extraordinaire. Et alors après, bien sûr, j'ai découvert qui était Ruth Barken Marcus. Et j'ai appris un peu sa vie. Je l'ai vu, je l'ai rencontré, j'ai participé à un colloque qui portait sur son travail. Et j'ai découvert que cette dame, elle avait dû s'arrêter pendant un certain nombre d'années d'enseigner parce qu'elle a eu 4 enfants euh, d'un physicien qui s'appelait M. Marcus et qui donc a perdu, disons, des années et des années de vie intellectuelle du fait qu'elle était mère d'une famille quand même assez nombreuse. Puis je crois que c'était dans des conditions assez difficiles, etc. Et malgré tout, elle a regagné rapidement sa place dans le monde académique et c'était une des très grandes logiciennes de notre époque. Donc c'est quand même un très bon exemple de femme philosophe avec tous les revers qu'elle a pu rencontrer et malgré tout avec son énergie et sa capacité de surmonter ses obstacles. Ça, je trouve ça merveilleux. Mais c'était, vous voyez, une femme intelligente, bagarreuse, qui avait sa parole, qui n'avait pas peur de parler à tout ce panel devant tout le monde pour dire vous avez simplement oublié de me citer. Moi, je trouve ça, c'est très bien. Et j'admire cette force sans aucune espèce de, vous voyez, d'orgueil. C'était juste de la justice, quoi. Alors l'autre personne que j'admire beaucoup, c'est pas seulement pour sa personnalité, et c'est pas du tout parce qu'elle est logicienne, là c'est Ruth Millikan. Et Ruth, par contre, a beaucoup marqué mon propre développement philosophique, puisque ça a été une philosophe de l'évolution qui a beaucoup travaillé sur le concept de fonction, sur disons, comment
comment on peut définir d'une façon rigoureuse ce que c'est que la fonction du cœur et la fonction de l'esprit aussi, bien entendu. Bon, même si j'ai pas repris, j'ai été critique de son œuvre, mais c'est quand même une œuvre qui est là dans le paysage et sans lequel j'aurais pas pu avancer. Donc c'est quelqu'un que j'admire profondément. Oui, les défis. Ben, écoutez, je crois qu'il y a le défi dans lequel nous sommes, vous et moi, engagés, qui est celui de poursuivre un travail qui est fait de rigueur et de capacité argumentative dans, dans un monde dans lequel les sciences ont également à proposer des données expérimentales et théoriques sur lesquelles le philosophe ne peut pas rester silencieux. Donc ça, c'est un vrai défi, parce que le philosophe peut difficilement passer tout son temps à lire de la science. Or, idéalement, c'est ce qu'il faudrait qu'il fasse pour pouvoir avancer des arguments scientifiquement informés. Mais en même temps, il doit aussi bien maîtriser les, son propre domaine, ce qui implique aussi beaucoup de temps et d'efforts et de lectures multiples dans plusieurs langues. Donc, si vous voulez, c'est un véritable travail que les philosophes dits naturalistes, c'est-à-dire ceux qui veulent justement avancer en incluant les normes d'évidence et de démonstration propre à la science, c'est une tâche auquel on ne peut pas se refuser. Donc ça, c'est un vrai défi, à la fois individuel et collectif. Individuel parce que évidemment ça demande des sacrifices imposants quant à sa propre vie, et collectif parce que il faut qu'il y ait des jurys qui soient capables d'évaluer les candidats sur ce double registre. Et je crois que c'est pas du tout, on n'y est pas encore. Il me semble que dans bien des cas, les jurys monopolisent la discipline philosophique comme unique critère. Enfin, ils ont que des critères philosophiques classiques, au lieu d'essayer de reconnaître la valeur et l'intérêt de projets qui sont destinés à étendre la réflexion philosophique à des domaines qui étaient traditionnellement jusque-là exclus du raisonnement philosophique. Donc ça, c'est à mon avis, de façon générale, l'un des défis essentiels de la philosophie aujourd'hui. Aux jeunes philosophes, c'est difficile parce qu'évidemment, je suis tentée de leur donner des conseils pour poursuivre une voie qui est semblable à la mienne. Et je crois que c'est assez naturel de vouloir le faire. Et donc à cela, voilà ce que je vais dire. Je vais dire, ne vous découragez pas. Vous avez quand même devant vous de nombreuses années pour parfaire vos connaissances et votre style argumentatif. Donc c'est vrai que ça va être très difficile au début, mais accrochez-vous parce que vous allez avoir une vie merveilleuse. C'est une vie passionnante, quoi, celle du philosophe naturaliste. Il a d'abord de très nombreux chantiers qui sont à défricher, ce qui n'est pas le cas de la philosophie classique où il y a quand même déjà, les choses sont beaucoup plus travaillées par d'autres. Et puis vous avez de l'inattendu à tous les tournants, quoi. Vous avez des surprises merveilleuses, des grandes joies intellectuelles. Donc ça, c'est pour moi le conseil que je donnerais aux jeunes philosophes naturalistes. Maintenant, pour les autres, qu'est-ce que je pourrais conseiller aux philosophes traditionnels? Ben, je leur dirais quand même quelque chose d'assez voisin, c'est-à-dire préoccupez-vous de faire autrement que ce qui a déjà été fait. Essayez de prolonger les connaissances sans oublier évidemment de maîtriser vos classiques, parce que sans ça, vous n'irez nulle part. Donc c'est ça la grande difficulté, c'est d'être en tension entre une bonne connaissance des classiques, une bonne maîtrise des argumentations déjà
déjà explorées et en même temps découvrir de nouvelles voies d'argumentation et des nouveaux sujets de questionnement.